Voilà, c'est parti pour la Wikibalade du jour. Donc Louis de Broglie. Là, on attaque la mécanique quantique. Là, c'est parti. Oui, après, il y a Heisenberg, Schrödinger, Dirac. Là, on est vraiment dans les débuts de la mécanique quantique. C'est entre les années 25 et 27 que vraiment ça se met à exploser. Et vous voyez, les prix Nobel, ils arrivent juste après, même pas 10 ans après. Alors que certains ont dû attendre pendant 20, 30 ans pour avoir leur prix Nobel. Là, ça a été une telle révolution que c'est arrivé très très vite. La seule manière à la fac qui m'a empêché d'avancer, c'est la mécanique classique. Ouais, la méca, c'est compliqué parce qu'il y a les vecteurs à projeter. Avant, en prépa, on commençait par ça, mais finalement, on a décalé, on met ça plus tard, parce que c'est pas toujours évident. Donc Louis de Broglie, prix Nobel en 1929 pour sa découverte de la nature ondulatoire des électrons. Et donc, on va parler de la fameuse dualité onde-corpuscule. Let's go, j'adore la mécanique quantique. Le seul problème, j'ai pas les outils mathématiques pour la comprendre plus en profondeur. Alors là, je vais essayer de faire le moins de mathématiques possible. Il y aura peut-être une petite équation, deux petites équations, mais vraiment, j'essaie de... Pour ceux qui connaissent, voilà, je donne des petits liens avec ce qu'ils ont déjà vu, s'ils ont fait les mathématiques de ça, mais j'essaye de rester à un niveau explicatif sans équation. Ce qui n'est pas toujours évident, mais j'essaie. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser la moindre question, ou c'est pas un tunnel où je parle tout seul. Hein. Ok, donc Louis de Broglie, prince puis duc de Broglie, c'était un noble, mathématicien et physicien français, né en 1892 et mort en 1987, et il a eu le prix Nobel à 37 ans pour sa découverte de la nature ondulatoire des électrons. La mécanique quantique et la relativité, c'est mon dada. Ah oui, moi j'adore ça aussi. Bah, c'est les deux prochaines séries sur Livre et Science, ça va être ça, relativité et mécanique quantique. Et d'ailleurs, quand tu combines les deux, il se passe des choses très intéressantes aussi. C'est Dirac notamment qui a fait ça. Attendez 2 secondes. C'est les trucs style fonction d'onde et tout, où je connais pas, mais a priori d'ici 1 ou 2 ans, j'aurai quelques trucs en plus. Ouais. Bah, je sais pas à quel niveau t'es, en quelle classe t'es. La fonction d'onde, tu vois ça en L3, un truc comme ça. Donc sa découverte de la nature ondulatoire des électrons, donc comme quoi les électrons, ce ne sont pas forcément des petites billes, des petits points, des particules ponctuelles, mais qu'on peut aussi les voir comme des ondes, donc des ondes de matière. Les électrons, c'est pas de la lumière, hein, c'est de la matière. Ça, c'était vraiment une révolution. Ça a révolutionné la physique en généralisant à toute la matière la dualité onde-corpuscule proposée par Einstein pour la lumière. Là, je suis en terminale, l'année prochaine, je vais en prépa PCSI. Ok, bah, c'est un bon choix, PCSI, si tu veux faire plutôt de la physique, c'est bien. Et souvent, les bons élèves, on leur dit d'aller en MPSI, mais du coup, ils se retrouvent tous en concurrence en MPSI, et c'est pas forcément très intelligent. Donc souvent, c'est un meilleur calcul d'aller en PCSI. Ouais. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire énormément de maths, il vaut mieux aller en MPSI. Et ouais, tu vas faire un peu de mécanique quantique. Ce sera surtout en L3. Donc tu verras après ce que tu fais les années suivantes. Donc voilà, Einstein avait commencé un petit peu les débuts de la mécanique quantique. Hein, c'est Planck en 1900 et Einstein en 1905. Après, on appelait ça plutôt la théorie des quantas. C'était pas vraiment la mécanique quantique. Et il faut attendre les années 20, 1925, 1927 pour que ça se développe vraiment. Et c'est vraiment parti, ça a commencé vraiment à exploser avec ce qu'a fait De Broglie. Oui, De Broglie. Oui, ça s'écrit Broglie, mais ça se prononce De Broglie. Me demandez pas pourquoi. Je crois qu'il était alsacien. On l'a prononcé De Broglie. C'est d'origine piémontaise, mais je crois que lui, il était alsacien. C'est pas forcément un nom alsacien, mais... Ok, bon, on va avancer un peu. Il est licencié en lettres en histoire à 18 ans. Ensuite, il fait de la physique. Donc, il découvre les minutes du congrès, des comptes rendus de réunion. Et ça provoque un coup d'état intérieur et il se destine entièrement à la physique. Ouais, encore un alsacien. Alors, il y a beaucoup de physiciens qui viennent d'Alsace, de l'Est de la France, du nord de la France, et de l'Ouest de l'Allemagne. C'est vraiment une région où les gens faisaient beaucoup de physique. Et beaucoup de maths aussi. Je pourrais aller en MPSI, mais comme je veux faire de la physique, ouais, je vais en PCSI, c'est mieux. Le programme en perdra scientifique, en prépa scientifique, est vraiment plus conséquent qu'en licence. Oui, oui, oui. C'est les mêmes sujets, mais c'est beaucoup plus intense. Ouais. En prépa, Après, ça dépend de ta prépa, mais dans les grandes prépas, ça va vraiment très très vite. Ok. Donc voilà, il arrête de faire de l'histoire, il arrête les conneries et il fait de la physique. Non, c'est très bien l'histoire. Hein. Voilà, il faut faire des choix et il choisit la physique. Et voilà, ça c'est important. Il est affecté pendant la Première Guerre mondiale à l'émetteur de radio de la Tour Eiffel, mis en place par Gustave Ferrier. Et ça commence à le mettre en contact voilà, avec la radiotélégraphie, avec avec les ondes radio. Et il a un rapport très concret avec les ondes grâce à ce stage, j'allais dire. Mais non, c'est pas un stage, hein, c'est pendant la guerre. Mais à son affectation. Voilà. En 1923, il découvre que tous les atomes dégagent une onde
posant ainsi les bases de la mécanique ondulatoire à l'origine de la physique quantique. L'année suivante, à 32 ans, il expose sa théorie dans une thèse de doctorat en physique théorique, soutenue devant Paul Langevin et Jean Perrin, donc pas n'importe qui. 4 ans plus tard, cette thèse lui vaut d'être nommé maître de conférence à la faculté de l'Université de Paris et de recevoir à 36 ans le prix Nobel de physique. Auparavant, sa thèse avait été confirmée par 2 expérimentateurs américains, donc ça c'est très important pour les prix Nobel, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait un ancrage expérimental. Ça peut pas être juste une théorie très jolie et très féconde. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret, une preuve expérimentale. Et d'ailleurs, les prix Nobel récompensent plutôt les découvertes pratiques que les découvertes théoriques. Donc, Davison et Germer, c'est l'expérience de Davison et Germer, c'est assez connu, qui avait mis en évidence les interférences et les diffractions d'électrons par un cristal. Donc avant de continuer, là, je vais parler un peu de ça. Je vais faire un petit schéma. Donc en gros, il y a Planck en 1900 qui fait son hypothèse pour expliquer le rayonnement du Soleil. Donc quand je trace en fonction de la longueur d'onde, l'intensité envoyée par le Soleil, par exemple dans le bleu, ça a telle intensité, dans le rouge, ça a telle intensité. Voilà, la longueur d'onde, elle augmente. Et puis il fait ça pour tous les points, pour toutes les valeurs de longueur d'onde. Ça a été mesuré. Et le problème, c'est la fameuse catastrophe ultraviolette dont on a déjà parlé. Ça, c'est l'intensité. On n'arrive pas à expliquer cette courbe, et grâce à Planck, on finit par trouver une courbe théorique qui passe exactement par les points expérimentaux. Voilà, c'est le spectre d'émission, c'est ça, on appelle ça un spectre. Donc vous prenez la lumière du Soleil, vous la faites passer par un prisme, ça la diffracte suivant la longueur d'onde, et vous regardez, pour chaque longueur d'onde, vous mettez un détecteur, et vous regardez l'intensité, et ça vous trace une courbe comme ça. Et on voit si le Soleil, il envoie plutôt dans le visible, dans les ultraviolets, dans les infrarouges, etc. Le problème, c'est qu'on n'avait pas d'explication théorique à ça. Et Planck, en 1900, il arrive à expliquer ça en disant qu'il y a un échange de... Voilà, promis, je ne vais pas mettre trop d'équations. Il y a un échange d'énergie, de la lumière, par paquet. Voilà, c'est proportionnel, ça c'est la constante de Planck, et ça c'est la fréquence. Donc ça c'est une constante, et ça c'est la fréquence. Mais il n'aime pas trop cette idée, Planck, et c'est Einstein seulement, 5 ans après, qui va réutiliser son idée pour expliquer un effet qu'on appelle l'effet photoélectrique. En gros, c'est l'interaction de la lumière, d'un photon, à l'époque on n'appelait pas ça un photon, avec un électron. Et en gros, Einstein dit, si, c'est pas juste une astuce mathématique, la lumière se déplace bien, se transmet bien par petits paquets, par petits grains, il appelait ça des quantas de lumière, donc des petits paquets de lumière, et donc des photons. Le photon, on commence à avoir une hésitation, parce que pendant tout le 19e siècle, on a établi la théorie ondulatoire de la lumière c'était une onde, et là Einstein arrive et il dit, non, ça peut aussi être vu comme des petits grains de lumière, on peut découper la lumière d'une certaine manière en petits paquets. Et donc la lumière, finalement, est-ce que ce ne serait pas aussi des particules? Et petit à petit, au fil des années, les scientifiques commencent à se convaincre que c'est un peu les deux, ça dépend si on fait de la diffraction, des interférences, c'est plutôt une onde. Et il y a certains effets comme l'effet photoélectrique, l'effet Compton aussi, dont on a parlé aussi, qui, ces expériences-là, elles pointent plutôt vers une interprétation corpusculaire, donc, qui consiste à dire que la lumière, c'est plutôt des corpuscules, des particules, des petits grains. Et donc on est un petit peu embêté. Vous connaissez la fameuse, on va en reparler peut-être un peu après, la fameuse expérience de Young. Vous faites passer de la lumière par 2 fentes à travers un écran. Là, vous avez une source lumineuse qui éclaire. Et sur un deuxième écran derrière, vous voyez des franges d'interférence. Et donc vous avez une intensité qui oscille comme ça. Il y a des endroits où c'est lumineux, des endroits où c'est sombre, lumineux, sombre, lumineux, sombre. Et ça s'interprète très bien avec cette hypothèse-là, comme quoi la lumière est une onde. C'est l'onde qui passe un peu dans les 2 fentes et qui interfère avec elle-même. Là, il y a un phénomène d'interférence. Et le souci, c'est que on est arrivé, au bout d'un moment, à envoyer non pas une onde lumineuse, mais à envoyer de la lumière de manière tellement faible, une intensité tellement faible, que c'est les photons un par un qui sont envoyés vers les fentes de Young. On appelle ça les fentes de Young. Et en faisant ça, donc ça c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Voilà le fameux débat pour savoir si l'onde est la lumière est plutôt une onde ou des particules. Et vous voyez, voilà ce qui se passe quand on envoie les photons un par un. Ça fait bien des points sur l'écran. Mais regardez, quand on attend un petit peu, on voit les franges d'interférence. Et ça, c'est très très bizarre, parce que s'il y a interférence, ça veut dire que la lumière est une onde. Sauf que là, on voit bien les points. On voit bien le photon arriver sur un point, comme une particule, comme une petite bille.
Et donc il y a une contradiction et on a du mal à réconcilier les deux. Oui, l'expérience marche aussi avec des particules. Voilà, c'est ça qui est très surprenant. Et c'est une des bizarreries de la mécanique quantique. J'avais essayé de montrer les interférences de Young à mon petit cousin, mais avec le matériel maison, c'était une catastrophe. J'ai pas réussi à refaire comme en cours. Ouais, le mieux c'est d'avoir un laser, mais dans une pièce très très sombre et tu fais ça avec un laser. Ou alors il faut que ce soit ce qu'on appelle une lumière cohérente. Tu vas pas y arriver avec une lampe classique en fait. Il faut soit une lampe à vapeur, soit un laser. Voilà, donc tout ça, je vous ai parlé de lumière, de photons, d'ondes lumineuses, etc. Et donc, petit à petit, on commence à comprendre qu'il faut avoir les deux interprétations. Voilà, c'est la dualité onde-corpuscule. Et voilà, un paquet d'ondes, c'est ça. Donc ça, c'est un photon, si vous voulez. C'est une particule de lumière. Mais vous voyez, c'est pas un point, c'est quelque chose d'un peu plus nébuleux, c'est un peu plus une sorte de nuage. Ça peut avoir une présence en plusieurs endroits en même temps, etc. Et surtout, j'arrivais pas à faire des fentes assez fines. Ouais, c'est ça la difficulté. Le mieux, c'est de récupérer une petite plaque de TP d'optique directement. Un laser de lecteur DVD, CD, oui, n'importe. Un nuage statistique, et ouais, justement, la mécanique quantique, elle va commencer à mettre en place des phénomènes statistiques et dire qu'il y a des probabilités de mesurer à tel ou tel endroit, des probabilités de présence, etc. Et on commence à voir ça un petit peu apparaître avec cette dualité onde-corpuscule. Et donc l'onde, elle peut interférer avec elle-même. Ici, si vous avez une onde qui passe un petit peu ici et un petit peu là, les deux ondes se recombinent. Et puis vous avez, en un point donné, si vous avez les maximums qui s'ajoutent, ben, ça fait une grande oscillation, ça fait beaucoup de lumière. Et à l'inverse, si vous avez ici des ondes en opposition de phase, bah, le résultat, c'est quelque chose de quasiment plat et vous avez une frange sombre. Voilà, c'est ça l'alternance des franges sombres lumineuses. C'est ça ce qu'on voit ici. Vous voyez, ça c'est lumineux, il y a beaucoup de particules qui arrivent et entre les deux c'est sombre. Donc ça c'est ce qu'on appelle une interférence. Ça s'explique très bien avec les ondes, mais très mal avec les particules. Et il faut commencer à se dire que les particules sont finalement pas forcément des billes, mais ont une partie ondulatoire. C'est un peu des ondes, un peu des particules. Voilà, on donne souvent cette métaphore, il y a un objet qu'on peut voir de deux points de vue différents. Donc il y a le côté onde et le côté particule. Vous voyez là le cylindre, si vous le regardez dans une direction, ça vous donne un disque. Et dans une autre direction, ça vous donne un carré. Et on peut imaginer des gens qui s'engueulent et qui se disent non, non, je vois un disque, et d'autres qui disent non, je vois un carré. En fait, les deux ont raison, ça dépend du point de vue, ça dépend. C'est le principe de la dualité. Vous avez deux interprétations possibles d'un même phénomène. Ok, ça, on va faire ça après. On peut regarder ça. Donc voilà, vous envoyez des particules, des petites billes par exemple, à travers deux trous. Bah, il va y avoir deux tâches. Voilà, si vous regardez les résultats, ça se répartit comme ça de manière assez uniforme. Voilà, vous envoyez vraiment des billes comme ça. Il n'y a pas de raison que ça interfère. Si vous faites ça avec une onde, là, il va y avoir des interférences. Donc chaque fente ici va donner naissance à une nouvelle onde. Et donc les deux ondes vont interférer en faisant des franges lumineuses qui alternent comme ça. Et ce qui est très bizarre, c'est que si vous envoyez des électrons, bah les électrons, ils peuvent, entre guillemets, des photons, on va parler des électrons après, les photons, ils peuvent interagir avec eux-mêmes. Et il y a ce truc encore plus bizarre, c'est que si c'est des ondes et que c'est une sorte de nuage qui passe dans les deux trous, pourquoi est-ce qu'on observe un seul point ici? C'est comme si l'onde s'était effondrée. On appelle ça l'effondrement du paquet d'ondes. Ça, c'est très bizarre aussi. Et vous faites ça un grand nombre de fois et vous voyez à nouveau apparaître les franges d'interférence. Donc tout ça, c'est, pour l'instant, on ne parle que de lumière. Et De Broglie arrive et il dit, tout ce qu'on vient de dire là, tout ce dont on vient de parler, en fait, c'est vrai aussi pour la matière. Donc à la base, la lumière, on est assez convaincu que c'est une onde. Et puis avec Planck et Einstein, finalement, on se dit que c'est peut-être une particule aussi, un ensemble de particules. Et la matière, bah, c'est l'inverse. La matière, c'est des petits grains, c'est des petits atomes. À cette époque, l'hypothèse des atomes, elle est vraiment bien établie. On connaît même les constituants des atomes, les protons, les électrons. Donc c'est des particules, ça on en est sûr. Et De Broglie, il dit, ben, en fait, c'est peut-être aussi des ondes. Voilà, on appelle ça des ondes de matière. Et effectivement, vous refaites l'expérience de Young, sauf qu'au lieu d'envoyer de la lumière, au lieu d'envoyer des photons, vous envoyez des électrons. Et qu'est-ce que vous observez? Des franges d'interférence. Des franges d'interférence d'électrons. Voilà, c'est plus de la lumière qui interagit, c'est de la matière, hein, c'est des électrons avec une masse. C'est les constituants des atomes qui nous constituent. Et bien ça peut interférer aussi. Et ça marche avec les protons et les neutrons. Et je l'ai vu un peu en bas de l'article là. On s'est amusé, les scientifiques sont amusés à faire ça avec des objets de plus en plus gros. Ils arrivent à faire ça avec des molécules. Et même avec ça, là, une grosse molécule, on appelle ça le fullerène. Voilà, il y a 60 atomes de carbone, je ne sais pas combien d'atomes d'hydrogène. Et récemment, là, en 1999, ils ont réussi à faire des interférences avec ça. Donc l'électron, c'est plus un point. Donc ça, c'est le point de vue particule. L'électron, c'est un point. L'électron, c'est plutôt une sorte de nuage, voilà, on ne sait pas trop. Il est délocalisé.
Et vous l'avez peut-être déjà entendu, ça, quand on représente un atome, on met le noyau, et puis la représentation classique, c'est de faire tourner des électrons autour comme ça. Voilà, ça c'est le truc classique du noyau. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. En fait, cette vision, elle n'est pas très correcte, justement parce que depuis De Broglie, on sait qu'en fait, les électrons, ils sont délocalisés. Et on appelle ça les orbitales atomiques. Voilà. Peu importe les noms, là, il y a beaucoup de noms, beaucoup de nouveaux noms de scientifiques et de concepts. Essayez juste Et vous voyez là, les électrons, on les voit plutôt comme ça maintenant. Donc il y a le noyau au centre en vert là, et suivant l'énergie de l'électron, il va être plutôt réparti comme ça, plutôt comme ça. Vous voyez, c'est une sorte de nuage. Alors des fois, on sait qu'il n'est pas dans le plan, dans tel plan. Vous voyez un plan là où l'électron est forcément pas présent. Mais voilà, on ne sait pas trop comment le représenter sur un schéma. Donc on met soit des sortes de bulbes comme ça, là, soit des petits points. On appelle ça des orbitales. Ouais. Je compte faire mon grand oral sur ça. Sinon, je suis épaté par ta dextérité avec la souris pour écrire. J'utilise un stylet, oui, je ne suis pas avec la souris. Je peux essayer d'écrire avec la souris si tu veux, tu vas voir la différence. Si j'écris De Broglie, ça c'est la souris, ça. On efface vite. Non, j'ai le stylet et j'ai la tablette graphique. Voilà, c'est la notion d'orbital. C'est comme ça que les télescopes spatiaux détectent la composition des exoplanètes, oui, en faisant des interférences. Et voilà, cette notion de nuage électronique. Donc nuage, hein, ça dit bien que c'est délocalisé. Et c'est un peu ce on en a parlé un petit peu la dernière fois, la dernière Wikibalade. La conduction dans les fils électriques. Si vous avez un fil électrique avec un courant électrique, en fait, vous avez les atomes du métal. C'est un fil de cuivre, par exemple. Vous avez le cuivre avec des atomes alignés comme ça. Vous avez des électrons qui sont associés à chaque atome. Donc là, vous voyez, je fais des points. Mais vous avez aussi des électrons, qu'on appelle des électrons de conduction, qui sont délocalisés. Donc voilà, l'électron, il est sur toute cette zone-là. On peut voir ça comme une sorte de nuage étendu. Et c'est ce nuage-là qui va se déplacer et qui va permettre la conduction électrique. Donc si vous voulez comprendre en détail la conduction, le fait que la lumière s'allume quand vous appuyez sur votre interrupteur, il faut passer par ça, le fait que les électrons, c'est pas des petits points, c'est pas des petites billes. Dans le fil électrique, hein, c'est pas des petites billes qui se déplacent, c'est bien des nuages électroniques délocalisés. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir avec De Broglie, c'est que on avait déjà une bonne intuition sur la dualité onde-particule, onde-corpuscule pour la lumière. Et De Broglie, lui, il a dit que c'était vrai aussi pour la matière. Voilà, donc c'est confirmé par Davison et Germer. Alors eux, ce qu'ils vont faire, c'est pas l'interférence sur les fentes de Young, c'est des interférences, des diffractions sur des cristaux. Voilà, l'expérience de Davison et Germer. Voilà, donc là, vous avez les petits points noirs, ce sont les atomes du cristal, et vous avez certains angles de diffraction qui sont privilégiés. Donc quand vous envoyez la lumière sur un cristal, ça va plutôt rayonner dans certains angles, parce que la lumière, c'est une onde qui va être diffractée, elle va interférer dans certaines directions seulement. Et le truc de fou, c'est que Davison et Germer, ils ont fait ça non pas avec de la lumière, mais avec des électrons. Et donc, ils ont fait des interférences d'électrons, de la diffraction d'électrons. Et ils ont vérifié, voilà, ça c'est la formule la plus connue de De Broglie. Donc vous avez, je vais la réécrire là. Donc la longueur d'onde, on note ça lambda, donc longueur d'onde. De Broglie, il va écrire que c'est égal à la fameuse constante de Planck. Vous vous souvenez, l'énergie, c'était une constante h fois la fréquence. Donc il utilise cette fameuse constante, divisée par la masse fois la vitesse. On appelle ça la quantité de mouvement aussi, ou l'impulsion. Là, c'est assez clair sur cette équation. Vous avez un électron vu comme une petite bille, avec une certaine masse, m, qui se déplace avec une certaine vitesse v. Donc voilà ce qui est contenu ici à droite de l'équation. Ça, c'est juste une constante. Et ça, c'est pas du tout associé à une particule, c'est la longueur d'onde, c'est associé à une onde. Donc là, De Broglie, il est vraiment en train de dire que on peut mettre en équation, mettre en équilibre, en égalité, des quantités, des grandeurs associées à l'onde et des grandeurs associées à la particule. Et voilà, l'électron, c'est à la fois une particule et une onde, un peu comme le photon. Et on se rendra compte après que les protons, les neutrons aussi. Et donc l'électron, il peut être délocalisé. Au lieu d'être un point, il peut avoir une énorme répartition spatiale. Le proton, qui est plus gros, qui est 1800 fois plus gros, un truc comme ça, il a aussi une sorte d'onde, mais un peu plus petite. Et puis quand vous commencez à fabriquer des molécules, là, il y a aussi une petite onde autour, mais qui commence à être vraiment minuscule. Et ça, vous le voyez là, la longueur de l'onde, elle est inversement proportionnelle à la masse. Donc plus les objets sont gros, plus m ici va être grand, et plus lambda va être petit. Et donc si vous prenez même un grain de poussière, c'est infiniment plus gros qu'un électron, un grain de poussière, bah, la longueur d'onde, elle va être minuscule. Donc autour de vous, vous n'avez pas une sorte d'aura, une sorte d'onde qui fait plusieurs mètres.
Si on vous décrit comme un objet quantique, ok, on peut vous associer une longueur d'onde, vu que vous aviez une masse et une vitesse, mais ça va être quelque chose qui est 10 puissance moins 30, un truc minuscule. Donc c'est une notion qui n'a de sens qu'au niveau des particules et des molécules. D'ailleurs, c'était pas utilisé dans les téléviseurs cathodiques. Alors oui, ce sont des électrons qu'on envoie dans les téléviseurs cathodiques. Et justement, le nom rayon cathodique, ce qu'on appelait les rayons cathodiques, on s'est rendu compte que ces rayons étaient déviés par un champ électrique ou par un champ magnétique. Et on a compris plus tard que les rayons cathodiques, c'était les électrons. Donc effectivement, dans les anciennes télés, vous envoyez des électrons et vous les déviez avec des champs, vous les faites accélérer avec, techniquement, vous les faites accélérer avec un champ électrique et vous les déviez avec un champ magnétique. Comme ça, déjà, ils sont projetés vers l'écran. Et en plus, avec le champ magnétique, vous les envoyez exactement sur le pixel que vous voulez. Et donc, ils vont éclairer tel ou tel endroit. Voilà, donc les rayons cathodiques, c'est à la base des téléviseurs cathodiques. Ouais. Bon, ça, c'est un peu passé de mode, mais effectivement, c'est le même principe. Voilà, donc vous avez des ondes lumineuses et vous avez aussi des ondes de matière, des ondes d'électrons, des ondes de protons. Voilà, des ondes de matière. Donc tout ça, c'est la dualité onde-corpuscule appliquée à la lumière et aussi à la matière, aux électrons, aux protons, etc. Après, bon, je voulais vraiment parler de ça, de la dualité onde-corpuscule. Voilà, c'est l'hypothèse de De Broglie. Oui, rapidement, il explique ce qu'avait trouvé Bohr. Voilà. Niels Bohr, il avait étudié les raies spectrales de l'atome d'hydrogène, de l'hélium aussi. En fait, quand vous mettez de l'hydrogène dans un tube en verre, vous faites quasiment le vide et vous mettez un peu de gaz, un peu d'hydrogène, vous éclairez ça, les atomes d'hydrogène vont absorber certaines longueurs d'onde, très précises, toujours les mêmes, et Bohr, il a réussi à comprendre, à trouver une sorte de formule et à expliquer qu'on avait ces valeurs et pas d'autres valeurs. Et en gros, voilà, promis, c'est la dernière formule. En gros, je ne sais pas si vous avez entendu parler du moment cinétique. En gros, c'est la masse fois... Vous avez un objet qui tourne, par exemple une planète qui tourne autour du Soleil. Hop, c'est la masse de la planète fois le rayon fois la vitesse. Voilà, on appelle ça le moment cinétique. Et généralement, c'est conservé. C'est l'exemple qu'on donne souvent, c'est la danseuse, la patineuse, tourne sur elle-même avec les bras écartés. Voilà. Donc là, il tourne avec les bras écartés. Donc le rayon est important. Et il va ramener ses bras le long du corps. Bon, ça va un peu vite, mais ça le fait tourner plus vite. Comment on appelle ça, les figures, la rotation. Et vous avez ça, l'héliocentrisme, c'est le fait de tourner autour du Soleil. Oui, vous avez ça avec les planètes aussi. Alors pas trop avec les planètes parce qu'elles ont quasiment tout le temps le même rayon, mais imaginons une comète. Vous connaissez la comète de Halley qui met 84 ans, un truc comme ça, à faire le tour. Elle est très très loin du Soleil quasiment tout le temps, et de temps en temps elle passe très près, comme ça. Et au moment où elle passe près, elle accélère. Donc si je fais la trajectoire en direct, elle va très très lentement quand elle est loin, et ensuite elle est attirée par le Soleil, donc elle accélère, elle accélère, elle accélère, hop, elle va très vite, et elle repart, et puis elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit. Et donc quand elle est loin, la vitesse est petite, et le rayon est grand, et quand elle est près, le rayon est grand et la vitesse est petite. Vous voyez, ça compense. Ça s'appelle une pirouette en patinage. Ok, merci, je vais essayer de... Ça sera quand même plus clair avec la vidéo. Allez, montre-nous une pirouette là. Ok, donc là, elle a les bras écartés. J'aimerais bien qu'elle resserre les bras. Là, elle le fait un peu. Voilà, parfait. Vous avez vu la vitesse de rotation qui augmente? Voilà, elle met pas un coup avec sa cheville ou quoi que ce soit, ça se fait naturellement. Elle tourne à une certaine vitesse quand elle a les bras écartés. Là, les bras écartés, elle tourne lentement, elle resserre les bras et elle se met à tourner beaucoup plus vite. Voilà, ça c'est la conservation du moment cinétique. Ici, la masse, elle bouge pas, c'est le même objet. Le rayon diminue parce qu'elle rapproche ses bras, mais tout ça doit être constant. Donc il faut bien qu'il y ait quelque chose qui augmente pour compenser. Et ce qui augmente, c'est la vitesse de rotation. Et Planck, lui, il va dire que non, pas Planck, Bohr, il va dire que ça, là, le moment cinétique, m fois r fois v, c'est un certain entier n fois la fameuse constante de Planck h, et juste, il faut diviser par 2π. Voilà, ça c'est la formule de Bohr. Voilà, ça, je vous laisse chercher si ça vous intéresse. De Broglie, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. De Broglie, il explique que c'est comme si l'électron, autour du noyau, il suivait une trajectoire un peu ondulatoire, comme ça, et que la circonférence ici, quasiment un cercle, donc 2π fois r, 2π fois le rayon, c'est un certain nombre de fois la longueur d'onde. Et à nouveau, il fait apparaître la longueur d'onde alors qu'on est en train de décrire un électron. Donc son hypothèse permet d'expliquer ce qu'a fait Niels Bohr et d'expliquer pourquoi on a ces raies-là. C'est vraiment très très riche ce qu'il a fait De Broglie avec une seule formule, il explique plein de trucs. J'imagine le fan de physique qui débarque sur votre chaîne et qui voit une vidéo de cours de patinage. Ouais. Bah si, il a déjà entendu parler du moment cinétique, il débarque et il se dit ah, ça parle du moment cinétique parce que c'est vraiment l'exemple classique. Soit vous parlez de la comète, soit de la patineuse artistique. Le sport n'est que de la physique appliquée. Oui, c'est vrai, là, dans le patinage, on pourrait parler de beaucoup de choses. Hein. Le fait qu'elle glisse pas
sur de la glace, mais sur de l'eau, par exemple. Les patins sont tellement fins, ça fait énormément chauffer sur une toute petite distance, ici, là, la glace. Et vous avez une petite couche d'eau qui se forme sur le patin. Et donc, elle glisse jamais sur la glace, mais toujours sur de l'eau liquide. Et une fois qu'elle est passée, l'eau se remet à geler immédiatement. J'ai peut-être mal suivi, mais du coup, si ça dérange pas, ça correspond à quoi le moment cinétique d'un corps? C'est la manière dont ce corps tourne sur lui-même. Oui, c'est ça. Soit c'est la manière dont il tourne autour d'un axe. Donc, soit vous mettez l'axe sur le corps, sur la verticale de la patineuse. Donc, ça vous dit comment elle tourne sur elle-même. Mais on pourrait imaginer qu'elle tourne autour d'un poteau à distance, un peu comme une planète qui tourne autour d'une étoile. Et dans ce cas-là, ben, le rayon, vous le prenez comme ça, quoi. Donc, ça dépend de l'axe. Ça dépend toujours de l'axe qu'on a choisi, l'axe de rotation. Donc une couche d'électrons supérieure, c'est juste une période en plus. Oui, quand ils sont plus loin, vous voyez, la longueur d'onde augmente, et puis n là va peut-être augmenter aussi. En tout cas, ce qui augmente, c'est l'énergie à chaque fois. Donc ça, c'était la vision vraiment simple de De Broglie quand il applique tout de suite sa formule. Après, on a raffiné un peu, et on a fait ces fameuses orbitales atomiques. Et après, voilà, c'est un peu plus compliqué. Et ça, c'est vraiment ce qui sort de la mécanique quantique. Ça, c'est ce qui sort de ce qu'a fait Schrödinger. On en parlera un petit peu, Schrödinger, il se base un peu sur les travaux de Broglie. Donc ce fameux E égale h nu, h fois la fréquence de Planck. On peut, donc ça c'est le point de vue de l'onde, avec la fréquence de l'onde, comme un cheval dans un manège, ouais, exactement. Et donc si vous suivez l'idée de Broglie, vous dites, bah, je peux appliquer ça aux particules aussi. Les ondes c'est des particules, les particules c'est des ondes, c'est pareil. Et l'énergie cinétique, vous avez vu cette formule, normalement, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré, 1/2 de mv carré. Et donc je peux écrire h fois la fréquence égale à 1/2 de mv carré. Et Schrödinger, il part de là, et il va développer chacun des deux termes, comme si ça venait de dérivés. Et il va faire une équation avec des dérivés, et c'est la fameuse équation de Schrödinger qui vient de là. Donc ça vient du fait de décrire l'électron, ou le photon, à la fois comme une onde et comme une particule. Salut Yod. Et du coup, c'est quoi le lien avec le spin? J'avais entendu dire que une analogie du spin serait le moment cinétique. Oui, c'est exactement ça. Le spin, c'est un moment cinétique interne. Donc souvent, ce qu'on donne comme analogie, c'est le Soleil et la Terre qui tournent autour du Soleil. Donc là, pareil, je peux définir un rayon et une certaine vitesse. Donc je fais masse fois rayon fois vitesse, ça donne un moment cinétique. Ça, c'est externe. Et puis la Terre, ben, elle tourne autour d'un axe. Elle tourne sur elle-même. Tourner sur soi-même, ça se dit to spin en anglais. Et donc, si vous appliquez ça au modèle planétaire avec les électrons qui tournent autour du noyau, ben vous avez le moment cinétique externe, et l'électron qui tourne sur lui-même, c'est le spin. Alors, rapidement, on s'est rendu compte que cette image n'était pas très correcte. Déjà, l'électron, on vient de le voir, c'est pas un point, c'est un nuage. Je viens de vous montrer les orbitales atomiques, là. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué qu'un petit point qui tourne. Ensuite, si c'est un point, si c'est vraiment ponctuel, bah, un point vraiment infiniment petit qui tourne sur lui-même, ça n'a pas trop de sens. Et même si c'était une petite boule, ça irait plus vite que la vitesse de la lumière, quoi. Il y a plein de problèmes avec cette analogie. Donc en fait, tout se passe comme si l'électron tournait sur lui-même, mais sans tourner sur lui-même. Voilà, c'est les mêmes comportements, et c'est lié à la notion de rotation, mais pas comme la rotation d'un objet sur lui-même, mais la rotation de l'appareil de mesure, par exemple, ou la rotation du champ magnétique. C'est très lié au champ magnétique, ça, le spin. Voilà. Bon, je pourrais parler de ça pendant des heures, mais après, on entre un peu trop dans le détail des équations. Et juste pour terminer, De Broglie n'aimait pas trop ce qui est venu après avec la mécanique quantique, et tout ce qui concernait les probabilités. Et il a mis en place une sorte de théorie qu'on appelle, je vais essayer de la retrouver, l'onde pilote. C'est l'hypothèse de De Broglie et de Bohm. Bon, voilà, c'est la théorie de l'onde pilote. Et en gros, bah, il aimait pas ce qu'on a vu là, la petite animation que je vous ai montrée, où l'onde, elle s'effondre d'un coup. Un peu comme Einstein, exactement. C'était plutôt il y avait un camp qu'on appelle l'école de Copenhague, avec Bohr, Heisenberg, les jeunes souvent, c'est plutôt les jeunes physiciens qui ils sont arrivés, ils ont tout cassé, ils ont dit non, faut arrêter avec la vieille physique, on change tout, tout marche avec des probabilités, avec des ondes des probabilités de présence, etc. Et ils ont accepté que philosophiquement que les choses soient bizarres. Et puis il y avait un peu la vieille école avec De Broglie et Einstein qui disaient que c'était pas du tout satisfaisant, surtout cet effondrement du paquet d'ondes là. L'électron, c'est une onde avec une énorme une présence sur une zone énorme. Et puis d'un coup, sur l'écran, pouf, ça devient un petit point. C'est super bizarre. Et De Broglie, lui, effectivement, il a mis en place une autre théorie qui mathématiquement est quasiment la même, qui donne les mêmes résultats de mesure, mais qui n'est pas la même philosophiquement. Dans la vision du monde de Broglie,
En fait, l'onde qui est décrite dans l'équation de Schrödinger, c'est pas une onde de probabilité, c'est une vraie onde, et il appelait ça l'onde pilote. Pour lui, hein, quand on fait l'expérience de Young, avec les deux fentes, là, il y a vraiment une onde qui se propage, qui passe donc dans les deux fentes, et qui ensuite interfère avec elle-même derrière. Et, un peu comme un surfeur sur une vague, l'électron, lui, il reste ponctuel, il passe bien par une seule fente, c'est un point, c'est une particule, il passe pas par deux endroits en même temps, et après il est guidé par cette onde pilote pour arriver en un point sur l'écran, il n'y a pas d'effondrement de paquets d'ondes ou quoi que ce soit. Et donc vous envoyez un autre électron, il va peut-être passer de l'autre côté et être guidé ailleurs, et c'est ça qui fait qu'on a les franges d'interférence même avec les électrons. Et si vous regardez l'onde pilote, l'équation qui régit l'onde pilote, c'est exactement la même que l'équation de Schrödinger, interprétée par Schrödinger comme une probabilité. Et donc il y a un débat philosophique qui est encore en cours aujourd'hui et qui est lié à une notion très importante qui est la localité. Voilà, la question de savoir si les particules sont définies de manière locale ou si elles peuvent être à plusieurs endroits en même temps. C'est un peu relié à la téléportation quantique, à l'intrication, si vous avez entendu parler de ça. Mais ça reste des interprétations et c'est plus vraiment de la physique, parce que c'est les mêmes prédictions. Et ce qui intéresse les physiciens et les expérimentateurs, c'est les prédictions, c'est les mesures. Et après, l'image que tu te fais dans ta tête de ce qui s'est passé, entre guillemets, en vrai, ben ça, c'est peut-être plus vraiment de la physique. Même, mais c'est très intéressant quand même. Parce que après, si tu veux développer d'autres théories, avoir telle ou telle vision du monde, ça va t'envoyer dans des directions différentes. Donc, effectivement, il y a cette altercation philosophique qui dure depuis un siècle. Et du coup, est-ce qu'il y a une réalité physique compréhensible derrière le spin? Parce qu'effectivement, avec un électron qui est une onde, il me paraît difficilement concevable qu'il tourne sur lui-même. Et pourtant, c'est bien une grandeur physique qui est mesurable et mesurée, pas seulement pour l'électron. La vraie notion, hein, c'est ce que j'ai écrit là, c'est la rotation. C'est toi qui m'as dit que tu étais en terminale. En fait, la rotation, les notions de transformation de l'espace, tu peux les regrouper dans un concept mathématique qu'on appelle les groupes. Et en gros, ça te dit que si tu combines deux rotations autour du même axe, ça te donne encore une rotation. Tu fais une première rotation et une deuxième rotation, ça te donne, tout ça, c'est une seule rotation. Donc on appelle ça un groupe. Et ce que tu peux faire, c'est, au lieu d'utiliser une notion un peu abstraite de rotation, c'est de la représenter par une matrice. Donc tu mets un tableau avec 9 nombres et tu appliques ça à un vecteur avec un élément à 3 nombres. Et donc cette représentation, elle te fait sortir des nombres. Et parmi ces nombres, il y a le spin. Voilà, donc là, c'est extrêmement abstrait et totalement incompréhensible. Je suis d'accord. Il faut des années, travailler là-dessus pendant des années pour comprendre. Je pense pas qu'on voit les groupes en terminale. Mais en gros, voilà, tu représentes ton groupe de rotation et en relativité, il y a quand tu changes de référentiel, tu as des transformations. On appelle les transformations de Lorentz. On avait parlé de Lorentz. Et voilà, tu essaies de représenter ça avec des matrices, par exemple. Et en faisant ça, ça te classe les éléments et ça te donne un spin. Voilà, donc ça, c'est la version vraiment la plus rigoureuse et la plus exacte de ce que c'est le spin. C'est très abstrait et c'est pas toujours comme ça qu'on explique ça de manière vulgarisée, parce que c'est incompréhensible si tu n'as pas fait les mathématiques. Mais en gros, si tu veux une image moins abstraite, mais quand même un peu plus exacte que ça, en gros, le spin, c'est la manière dont l'électron va réagir à un champ magnétique. Le champ magnétique, il est créé par des boucles de courant. Voilà, si tu crées une boucle de courant, ça crée un champ magnétique. Par exemple, dans la Terre, dans le noyau de la Terre, tu as le noyau liquide qui tourne. Et ça, il y a des particules chargées, et ça crée le champ magnétique terrestre, voilà, qui nous protège du vent solaire et qui crée les aurores boréales. Donc voilà, c'est lié à cette notion de rotation, le champ magnétique. Vous voyez, tu vois, on revient un peu à la notion de rotation. Et en gros, le spin, ça te dit comment la particule réagit à un champ magnétique. En terminale, on voit les groupes. Non, c'est en prépa, je crois. C'est pas encore réglé. Ouais, le débat, non, n'est pas encore réglé parce que c'est plus vraiment de la physique et donc les physiciens s'y intéressent moyennement. Sachant que la valeur du spin d'un électron est le même quel que soit l'électron. Oui, ça vaut 1,5. Après, il y a plusieurs choses qu'on appelle le spin. Il y a la norme du vecteur. C'est un vecteur. Il y a la projection qui vaut plus ou moins 1,5. Vous avez peut-être entendu parler de ça, les spin up, spin down. Les particules intriquées, vous avez un spin qui est up et donc l'autre est down. Et si vous mesurez down, l'autre est up. Voilà, c'est un vecteur et donc ça réagit avec le champ magnétique qui est un vecteur. Et ça a été compris donc par Dirac, on en parlera un petit peu après. Et Dirac, lui, c'est lui qui a fait la synthèse entre la mécanique quantique et la relativité restreinte. Et en faisant ça, il a réussi un peu le rêve de Schrödinger, là, qui était parti de ça. Là. Schrödinger, lui, quand il fait ça, on est en 1900,
1925, je crois. Et la relativité, c'est 1905. Donc Schrödinger, il connaît la relativité et il essaye d'écrire une équation qui est compatible avec la relativité. Et il essaye, il n'y arrive pas. Et au bout d'un moment, il abandonne et il dit, bah, tant pis, je vais faire une équation classique. Faut pas que les électrons aillent trop vite. Faut pas que ce soit relativiste. Ça va marcher dans une certaine limite, mais bon, tant pis, j'ai pas réussi. Et c'est Dirac qui va y arriver, qui va réussir à faire le lien entre les deux. Et en faisant ça, il se rend compte qu'il y a un terme en plus dans l'équation que Schrödinger avait pas oublié, mais n'avait pas obtenu parce qu'il n'avait pas réussi à prendre en compte la relativité. Et dans ce terme, il y a le spin qui interagit avec le champ magnétique. Cette rotation a pu être observée expérimentalement ou c'est purement abstrait. En gros, ce que tu fais, c'est tu fais une rotation de ton champ magnétique. Tu fais tourner le champ magnétique ou tu fais tourner carrément ton appareil de mesure. Et la manière dont la particule réagit à ça, on a ce qu'on appelle le spin. Le spin, c'est lié à la rotation et c'est aussi lié au champ magnétique. Voilà, donc pour résumer, ce qui est important, hein, c'est le petit tableau là que j'ai fait ici. Voilà. On savait que la lumière, c'était à la fois une onde et une particule. Voilà, la lumière, elle fait de la diffraction, des interférences, c'est une onde. Au début du XXe siècle, avec Einstein notamment, on s'est rendu compte que c'était des petits photons, des petites billes aussi. C'est les deux en même temps. Et De Broglie, lui, il a dit, ben, en fait, pour la matière, c'est pareil. On sait que c'est des particules, les atomes, les électrons, etc. Mais en fait, ce sont aussi des ondes. Et c'est ça qui a donné naissance à la mécanique quantique, avec ensuite l'équation de Schrödinger, Heisenberg, Dirac et toute l'équipe. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Voilà, la Wikibalade est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a déjà bien discuté. Mais... Et si ça vous dit, on peut faire un truc ensemble. On peut faire un petit jeu de culture générale. La lumière polarisée, c'est grâce à son spin. Alors, c'est l'équivalent. Le spin, c'est pour les. Je pourrais remplir le tableau un peu plus là, si tu veux. Le spin, pour la matière, on appelle ça l'hélicité. Voilà, c'est encore une histoire de. Voilà, le photon, il avance dans une certaine direction et puis sa polarisation tourne dans un sens ou dans l'autre. On appelle ça l'hélicité. C'est un peu la même chose que le spin, oui. Rigoureusement, c'est pas le spin parce que le spin, c'est pour les électrons. On peut parler du spin des photons, mais là, ce qui est lié à la polarisation, c'est ce qu'on appelle l'hélicité. Parce que la lumière, les photons vont à la vitesse maximale, la vitesse de la lumière, et donc tu peux pas parler de spin, c'est pas tout à fait la même chose. Ok, alors, un petit jeu pour se détendre. Partie perso, combien vous êtes là? Mais 14, ça devrait suffire. Si on est plus, j'augmenterai, mais je crois que ça, j'avais réglé correctement. On va mettre tout pour commencer. Il y a l'anti-triche, donc voilà, on peut pas utiliser ouvrir d'onglet à côté. Donc c'est des questions de culture générale, et puis il y a 15 questions, et puis c'est à celui qui met le plus de points. Donc il faut taper rapidement la réponse, et il n'y a pas besoin de mettre les articles ou quoi que ce soit. Voilà, si la réponse c'est les Tortues Ninja, vous écrivez juste Tortues Ninja.